Dans la forêt africaine, une jeune fille sourit et fait signe de la main. Elle ignore encore que son père a rendu son dernier souffle. Lorsque l'avion atterrit, tout avait changé. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un fardeau invisible pesait sur ses épaules. Et Elisabeth, dans la douleur de perdre son père, dut porter une couronne plus lourde que le monde entier. Notre histoire commence en 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Empire britannique était autrefois un éclat resplendissant, qui ne s'éteignait jamais. Aujourd'hui, il lutte pour retrouver sa grandeur. Cependant, au milieu de ces tumultes, une lueur d'espoir apparaît. La princesse Elisabeth s'apprête à entrer dans l'église. Son futur époux est le prince Philippe Mountbatten, un grec en difficulté, dit-on. À l'âge de 14 ans, Elisabeth rencontra pour la première fois Philippe, âgé de 18 ans. Elle a été frappée par le coup de foudre, devant la beauté exceptionnelle de lui. Après tant d'années d'attente, leur amour a enfin fleuri et porté ses fruits. Mais pour pouvoir être officiellement aux côtés d'Elisabeth, l'héritière du trône, Philippe a dû renoncer à son statut d'origine, accepter la nationalité britannique et recevoir des titres accordés par le roi. Le mariage royal s'est déroulé dans un grand faste, splendide comme prévu. Mais cependant, l'attention s'est soudainement portée sur un invité en retard, l'ancien Premier ministre Winston Churchill, qui a dirigé le pays britannique à la victoire pendant la guerre mondiale. Churchill possède une grande réputation auprès du public. Face aux regards admiratifs de tout le monde, il semble profiter pleinement du sentiment de pouvoir et d'adoration. Son attitude quelque peu suffisante ne peut s'empêcher de rendre certains fonctionnaires mécontents. Après le mariage du roi, George VI a offert à Elisabeth un appareil photo et a envoyé ses bénédictions les plus sincères pour le mariage de sa fille, en espérant qu'elle soit heureuse et comblée comme leur propre mariage. Pendant ce temps, le mari d'Elisabeth, le lieutenant de marine Philippe, a été promu colonel. Mais au moment même de porter un toast, une nouvelle bouleversante venue de Londres est tombée. Le roi est gravement malade et subit une opération pour retirer un poumon. Elisabeth et son mari ont immédiatement annulé leurs vacances pour retourner dans la capitale. Après des heures d'attente dans une anxiété extrême, l'opération chirurgicale est enfin terminée. Cependant, les médecins ont choisi de cacher la gravité de la maladie à la famille royale. Dans un autre développement lors de la nouvelle élection, le vieil homme de 76 ans, avec une avance serrée de seulement 17 voix, a de nouveau assumé le poste de Premier ministre pour prouver sa santé devant le nouveau Premier ministre. Le roi George VI a dû se maquiller soigneusement pour dissimuler son apparence fatiguée. Lors de la réunion habituelle avec le Premier ministre, le roi a proposé à Elisabeth de le remplacer pour une tournée dans les pays du Commonwealth. En réponse, Churchill a exprimé des réserves sur les capacités de la princesse. Il a dit que nous devions nous préparer pour l'avenir, un avenir lointain. Après l'opération, le roi sentait que sa santé ne s'améliorait pas. Il a fait venir le médecin pour en connaître la raison. C'est alors que le médecin n'a plus rien caché. Il a admis que la tumeur obstruant les poumons du roi était en réalité maligne. Bien qu'une partie ait été retirée lors de l'opération, il restait encore de petites tumeurs dans son corps. Et le pronostic le plus sombre était que le roi n'avait que quelques mois à vivre. Pour Noël cette année, la reine a organisé pour que toute la famille se réunisse au domaine de Sandringham. En route, le train royal a été accueilli chaleureusement par les habitants locaux. Dans une atmosphère de réunion chaleureuse, le roi, bien qu'il sache qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, a été profondément ému. Il était ému et chantait avec tout le monde un chant de Noël. Le lendemain, le roi convoqua Elisabeth dans son bureau et commença à lui transmettre des expériences précieuses sur la gestion des affaires quotidiennes en tant que monarque. Il montra la boîte rouge devant lui et expliqua que c'était l'endroit où les documents envoyés quotidiennement par le Parlement étaient conservés. Il partage son habitude de retourner tous les documents de bas en haut, car ce que le Parlement ne veut pas que le roi voie est souvent placé en bas. Elisabeth rit de l'astuce de son père. Mais ensuite le roi tousse continuellement en essayant de réprimer le rire. Elisabeth s'inquiète pour la santé de son père. Et le roi demande aussi à Elisabeth au sujet du prochain voyage, si elle est prête à le représenter. Participer au pays du Commonwealth, n'est-ce pas? Elisabeth rentre chez elle pour partager avec son mari, en espérant qu'il l'accompagnera dans son voyage d'affaires. Cependant, Philippe n'est pas très enthousiaste. Il ne veut pas suivre Elisabeth comme un gorille souriant. Sous la persuasion d'Elisabeth, Philippe finit par accepter. Remarquant la tension latente entre les deux époux, le roi comprenait que l'harmonie familiale est extrêmement importante pour la famille royale. C'est pourquoi ce jour-là il a emmené Philippe à la chasse, sous prétexte de chasser, mais en réalité pour réprimander son gendre, pour l'avenir de sa fille. Il a dit à Philippe que les grades militaires et les titres ne sont pas ta responsabilité. Elisabeth est ton fardeau pour la vie. Aimez-la, protégez-la, ordonna le roi. Enfin, il dit directement à Philippe, l'aimer,
c'est aimer le pays. Philippe répondit, « Je comprends, sire. »« Avez-vous vraiment réfléchi ?» demanda le roi. « Je pense que oui, » affirma Philippe. En recevant cette réponse certaine, le roi se sentit soulagé. Cependant, l'invasion de la maladie, le faisant à la fois profiter de la joie en famille et endurer la torture physique. Élisabeth s'est assise à la place de son père, ressentant une pression sans précédent, qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avant de monter dans l'avion, elle était encore une princesse royale, mais à son retour, elle était devenue la reine du Commonwealth, devant un empire qui vieillissait et perdait de sa vitalité. Élisabeth II. Comment perpétuera-t-elle la gloire d'antan? Pendant ce temps à Londres, l'atmosphère politique est en pleine ébullition. Le secrétaire s'incline pour faire son rapport au Premier ministre, juste devant la porte de la salle de bain, mais avec une intention délibérée. Il a laissé l'eau déborder. La secrétaire est horrifiée, mais elle doit maintenir sa position. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des frasques à 76 ans. Il a eu des comportements étranges. Lors d'une réunion parlementaire, il a soudainement voulu aller aux toilettes, et il a même baissé son pantalon devant tout le monde. Puis il est sorti de la salle de réunion sans gêne, ignorant la stupéfaction des députés. Les autres députés étaient bien sûr furieux, mais ils n'ont pas osé protester. Même le vice-premier ministre, Eden, trouvait également l'attitude de CH Péchu irritante. Il est allé voir le roi, espérant que le roi pourrait conseiller CH Péchu de démissionner, pour prendre sa retraite. Cependant, le roi George VI a refusé, en invoquant l'impossibilité de violer la Constitution, et a averti Eden que plutôt que de se précipiter pour obtenir un poste élevé, il valait mieux se préparer et attendre le bon moment. Dans un autre développement, Élisabeth visite un pays africain, dans le but de gagner le soutien des dirigeants locaux, afin de stopper la vague d'indépendance qui se propage. À l'échelle mondiale, c'est sa première mission diplomatique. La princesse semble un peu tendue, mais heureusement, son mari Philippe est toujours à ses côtés pour la soutenir. Philippe se souvient toujours des conseils de son beau-père. Lors d'une expédition dans la jungle, un éléphant surgit soudainement, rendant chaque action du groupe comme marcher sur de la glace fine pour protéger sa femme. Philippe enlève son chapeau et agite la main en criant vers l'éléphant, attirant son attention. Profitant de cette occasion, Élisabeth a été mise en sécurité dans l'arbre. Heureusement, l'éléphant n'a pas attaqué Philippe seul. Après quelques grognements, il est parti de manière ennuyeuse. La vie après cette épreuve a rendu le couple encore plus reconnaissant, l'un envers l'autre en retournant à Londres. Le roi George VI sentait que le temps lui était compté. Il se déchargeait de certaines affaires d'État. Il consacrait plus de temps à profiter de sa famille. Sous les notes de musique jouées par sa fille cadette Margaret, le roi chantait avec émotion. Après la chanson, tous ceux présents ne pouvaient cacher leur émotion devant la voix du roi. Face aux applaudissements et aux compliments, le roi ressemblait à un enfant heureux, seul dans sa chambre tard dans la nuit. Le roi George VI regarde sa fille aînée partir en mission à sa place, à la télévision, et ne peut s'empêcher de verser des larmes. Son regard est rempli d'amour et d'inquiétude pour l'avenir de sa fille. Tôt le lendemain matin, le majordome vient réveiller le roi à l'heure. Cependant, le roi George VI est décédé paisiblement dans son sommeil. Immédiatement, une atmosphère tendue a envahi tout le palais. Buckingham Palace. La reine mère Marie, la mère du roi, était profondément affligée en apprenant la nouvelle. La reine, épouse du roi, sanglotait même. Leur plus jeune fille Margaret a assisté à toute la scène, tremblante, incapable de prononcer un mot. Quand la nouvelle est arrivée, le Premier ministre a immédiatement ordonné à son secrétaire d'appeler le ministre des Affaires étrangères pour informer que De Park Corner était le code secret annonçant le décès du roi. C'était comme si le pont de Londres s'était effondré après la mort d'Élisabeth II peu de temps après. Ensuite, il a immédiatement ordonné que la reine soit informée avant que cette nouvelle ne se répande dans le monde entier. À ce moment-là, Élisabeth ne savait absolument rien des changements qui se produisaient à Londres. Elle faisait joyeusement ses adieux à l'hôtel Tea House où elle séjournait. Cependant, bientôt, la nouvelle de la mort du roi s'est répandue dans les rues de Londres. Mais le gouvernement n'avait encore aucune information sur Élisabeth. On ne peut pas cacher le feu. Les journalistes du monde entier sont prêts. Annoncé à la radio, le roi George VI est décédé de maladie. La nouvelle a été rapidement diffusée. Les secrétaires et les assistants d'Élisabeth ont immédiatement pris la voiture vers la résidence du gouverneur, où la reine séjourne temporairement, pour annoncer cette triste nouvelle à la reine, avant que les journalistes ne l'atteignent. Quand le secrétaire Maurice est arrivé, Élisabeth écrivait une lettre à son père. Le fantôme n'a pas choisi de déranger, mais d'annoncer cette nouvelle au prince Philippe. Quand Élisabeth a fini d'écrire et est sortie, elle a vu l'expression sérieuse de son mari. Un mauvais pressentiment a commencé à se répandre en elle. À ce moment-là,
la première vague de journalistes était arrivée. Élisabeth a dû ajuster son humeur immédiatement, car elle n'est plus seulement une jeune fille qui vient de perdre son père, mais aussi une reine sur le point de monter sur le trône. Marian propose à Élisabeth de définir son titre royal avant de retourner à Londres. Mais Élisabeth est encore en deuil et n'a pas l'esprit à réfléchir davantage. Alors elle choisit simplement son propre nom comme titre. Nous n'avons donc plus à nous inquiéter, dit Élisabeth. Mon titre royal sera Élisabeth. Ma reine, s'exclama alors. Longue vie à la reine Élisabeth. Le cri vive la reine de ma reine a tout changé. À partir de ce moment-là, Philippe ne marchera plus jamais devant Élisabeth. La nouvelle du roi d'Angleterre, George VI, est décédé à Londres, s'est répandue partout. La princesse Élisabeth était en Afrique lointaine. Elle est immédiatement devenue reine du Commonwealth, sans aucune préparation. Élisabeth réprime la douleur de la perte de son père, sous les flashs des journalistes du monde entier. Calmement, elle conduit jusqu'à l'aéroport pour rentrer à Londres. Dans l'avion, son secrétaire fantôme lui annonce avec regret qu'à son retour à Londres, il ne sera plus le secrétaire privé de la reine, mais que Tommy, qui a un rang supérieur, prendra sa place. Élisabeth est très attristée, mais en tant que reine, elle doit accepter toutes les décisions de son cabinet. Elle n'avait pas d'autre choix. Tard dans la nuit, dans la chambre d'un vieil homme, la lumière était toujours allumée. Cheryl, à 76 ans, travaillait encore assidûment sur l'éloge funèbre de George. Pour demain, elle savait que les membres du Parlement avaient beaucoup parlé d'elle. Alors Cheryl, lauréate du prix Nobel de littérature, décida de frapper un coup décisif pour son discours, prévu tôt demain matin. L'avion de la reine atterrit à l'aéroport de Londres, aux côtés des responsables gouvernementaux. Le secrétaire Tommy a apporté une tenue officielle, de deuil noir et une lettre secrète de la reine mère Marie. La lettre n'était pas seulement un message de réconfort d'une grand-mère à sa petite fille, mais aussi des conseils sincères d'une reine-mère, ayant traversé plusieurs règnes. Marie, la femme qui a été témoin de l'échec de 3 générations de monarques, pour ne pas avoir tracé la frontière entre les sentiments personnels et le devoir, a conseillé à Élisabeth que, pendant que vous pleurez votre père, vous devez également pleurer une autre personne, Élisabeth Mountbatten. Elle a maintenant été remplacée par une autre, la reine Élisabeth II. Élisabeth se heurtera souvent au fait que la royauté doit toujours triompher. Cet enseignement est devenu la boussole d'Élisabeth II. Depuis son couronnement, elle a dû renoncer à sa véritable identité pour assumer les responsabilités royales et maintenir la stabilité de la monarchie constitutionnelle. Dès qu'Élisabeth est arrivée au palais de Buckingham, sa première action en tant que chef d'État a été d'interdire à Philippe de marcher devant elle, alors qu'elle lisait l'éloge funèbre pour le roi George VI. En regardant le corps glacé de son père sur le lit, Élisabeth, qui avait retenu ses larmes tout au long du trajet, a finalement éclaté en sanglots. Cependant, le temps pour la tristesse était limité. Elle devait rapidement reprendre ses esprits, accepter les condoléances et réaliser que sa mère et sa sœur n'étaient plus seulement des proches, mais des sujets où la priorité absolue était l'autorité, les droits de la monarchie et les cérémonies. L'éloge funèbre des conseillers royaux n'exprime pas seulement un profond chagrin envers le roi défunt, mais aussi une grande ferveur, prédictant une ère glorieuse sous le règne d'Élisabeth, brillante comme l'époque victorienne. Ce discours plein de vigueur est une réponse puissante aux collègues politiques, critiquait le roi. Pendant ce temps, une figure influente est arrivée au palais, la reine-mère Marie, la grand-mère d'Élisabeth. La reine-mère s'est agenouillée pour saluer, ce qui a profondément bouleversé Élisabeth. Son objectif était de faire comprendre à sa petite-fille à quel point la couronne sur sa tête était lourde. Les tensions ont commencé à émerger lorsqu'un prince royal, quelqu'un d'aussi ordinaire que Philippe, ose demander à la reine et à ses enfants de porter le nom de son mari. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que la reine Élisabeth ait accepté cette demande et exprimé l'intention de négocier avec le Premier ministre. Lors de leur prochaine rencontre, Philippe a immédiatement transmis cette bonne nouvelle à son oncle, le comte Mountbatten, dans l'espoir qu'il devienne le prince Mountbatten, et le fils aîné Charles sera le premier roi Mountbatten. Serait cela un exploit remarquable, mais inattendu? La première rencontre entre Christine et Élisabeth a suscité une proposition inhabituelle, reporter le couronnement de la reine de 16 mois. Christine a déclaré que cela était entièrement dans l'intérêt de Sa Majesté, mais Élisabeth n'a pas immédiatement accepté cette proposition si inhabituelle. Après la réunion, Philippe demande à Élisabeth le résultat, et elle ne peut que répondre qu'elle n'a absolument pas pu intervenir. Philippe veut en savoir plus, mais Élisabeth n'a qu'une seule question en tête. Pourquoi Churchill a-t-il retardé son couronnement? Élisabeth retourne au palais de Buckingham, où la reine-mère Élisabeth et la reine-mère Marie discutent des funérailles du roi George VI. La principale controverse porte sur la position du duc de Windsor, qui est le frère de George VI,
l'ancien roi Édouard VIII. Ce roi romantique était tombé amoureux de Wallis Simpson, une femme mariée 2 fois, et il était déterminé à l'épouser. Cet acte a provoqué une crise constitutionnelle grave, mais Édouard VIII a persisté à abdiquer pour être avec la personne qu'on aime. Une histoire d'amour romantique qui ne préfère pas le royaume, mais seulement cette belle personne, célébrée par la postérité comme une légende. Après son abdication, Édouard VIII a été fait duc de Windsor par son frère George VI et a vécu loin du Royaume-Uni à Paris, grâce à une généreuse allocation royale. Désormais toute la famille royale le considère comme une honte. Même la reine-mère Marie n'avait pas non plus une bonne attitude envers son fils aîné. Le retour du duc de Windsor n'était pas seulement pour assister aux funérailles de son frère, mais aussi pour poursuivre un objectif plus profond, obtenir des subventions plus importantes de la famille royale. La reine-mère Élisabeth connaissait bien son hypocrisie. C'est pourquoi, face à ces manifestations constantes de cordialité, la reine-mère gardait une attitude fière, noble et distante. Elle a toujours pensé que le poids de la royauté avait tué son mari, et le duc de Windsor, qui avait fui ses responsabilités, était le coupable. C'est pourquoi elle a décidé de lui offrir un grand cadeau. Après les funérailles de son mari, les cloches funèbres résonnaient lentement dans l'église de Westminster, alors qu'Élisabeth jetait les premières pelletées de terre sur son père, le roi George VI. C'était aussi la fin officielle d'une ère. Après les funérailles, le duc de Windsor s'est tourné vers sa mère, la reine-mère Marie, pour dénoncer le fait que la reine-mère Élisabeth avait coupé sa pension à vie. Le duc de Windsor, qui avait volé du poulet mais perdu du riz, était furieux. Ses paroles étaient pleines de mépris et de moquerie envers la reine-mère. En ce moment même, le prince Hurst, le petit-fils de la reine-mère, demande audience, affirmant qu'il a une urgence. En fait, hier, le prince Hurst a participé à une petite chasse organisée par l'oncle Philippe, le comte de Mountbatten. Au dîner, les invités ont commencé à se vanter ouvertement que la famille royale, sur le point de changer leur nom en Mountbatten, il a immédiatement compris la gravité de la situation et s'est précipité pour en faire rapport. Absurde, rétorqua la reine-mère Élisabeth. Le décret royal promulgué en 1917 établit la dynastie Windsor. Mon défunt mari l'a personnellement présidé. Cependant, le prince Earl répliqua. Le décret stipule que seul un héritier masculin porte le nom Windsor. Selon la coutume, les femmes doivent suivre le nom de leur mari. La reine-mère Élisabeth le sait bien. Ce problème est lié aux fondations de la famille royale. C'est pourquoi elle a immédiatement appelé le secrétaire du Premier ministre et lui a demandé de rapporter cette nouvelle à Downing Street sans tarder. Clap clap, avec sa canne, se précipita au palais. Dès qu'il vit la reine, clap clap, ému, lui dit: c'est une décision erronée. Mountbatten est le nom de famille du père adoptif de Philippe. Son nom d'origine est celui d'une famille allemande de la royauté grecque. Peu importe le nom choisi. Pour la royauté, cela reste un coup dur. Face aux propos sévères de Christine, Élisabeth a sa propre manière de réagir. Elle sait que, récemment, de nombreuses voix au Parlement souhaitent changer de Premier ministre. Et pendant la préparation de la cérémonie de couronnement, le poste de Premier ministre ne peut pas être facilement changé. C'est pourquoi retarder la cérémonie de couronnement est la stratégie de Christine pour protéger son poste. Élisabeth a dit qu'elle était prête à retarder la cérémonie de couronnement, mais à condition que Christine informe le cabinet que la reine et ses enfants suivront leur mari. Et après l'intronisation, ils vivront dans leur nouvelle maison, qui est Clarence House, et non pas le palais de Buckingham, où les rois précédents ont résidé. Les intentions cachées révélées, ils acceptent à contre-cœur. Le soir, Élisabeth raconte à son mari Philippe, avec fierté, son attitude ferme d'aujourd'hui et comment elle a redressé la situation. Simultanément, saisir l'occasion. Les vétérans de la politique se sont également tournés vers le duc de Windsor, espérant qu'il pourrait jouer le rôle d'un membre de la famille royale pour convaincre la reine de changer d'avis. Le duc de Windsor a accepté avec plaisir, mais il avait aussi une condition. C'était que saisir l'occasion devait parler en bien de l'allocation, de sa générosité devant la reine. Ainsi, les deux personnes ayant des intérêts communs ont collaboré. Le lendemain, le duc de Windsor demande à voir la reine. Élisabeth est très disposée à écouter les conseils de son oncle, non seulement parce qu'il a été roi et a des expériences similaires aux siennes, mais plus important encore, en tant que gardien de la honte royale. Si même lui pense que le fait que toi et les enfants portiez le nom de famille du mari n'est pas correct, alors cela mérite vraiment réflexion. Peu de temps après, la décision du cabinet a été rendue, sans exception. Les deux demandes de la reine ont été rejetées. Après mûre réflexion, Élisabeth n'a pu qu'annoncer ce résultat à son mari avec regret. Philippe a du mal à l'accepter. Le fait que je sois le seul homme en Angleterre, dont la femme et les enfants ne portent pas mon nom. Après quelques plaintes, il est parti en colère. Finalement, pour renforcer la royauté, Élisabeth a organisé une conférence de presse. Là,
Elle a déclaré que ses enfants et elle seraient toujours membres de la famille. Winks, ses descendants. Elle a déclaré, à part les enfants des femmes mariées et leurs descendants, tous porteront le nom de Winks. Cependant, le calme n'a pas duré longtemps. La princesse Margaret, la sœur de la reine, et Peter, l'ancien chef de la garde, se regardaient en secret, s'éprenant l'un de l'autre. Une nouvelle, scandaleuse qui pourrait bouleverser tout le pays. Combien de temps cela peut-il être caché? Tu es la plus belle princesse de l'histoire du pays. Tu es le modèle pour le personnage joué par Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Le roi George VI était également fier de dire que tu avais une beauté angélique, une silhouette séduisante et une allure de star. C'était la sœur de la reine Élisabeth, la princesse Margaret, 70e du nom. Cependant, une fille tombée du ciel, vivant dans le luxe, elle aimait Peter, un garde royal de 16 ans son aîné. Avant que le roi George VI ne meure, Élisabeth, alors encore princesse héritière, avait rappelé à Margaret que Peter était un homme marié. Un tel comportement n'était pas seulement irresponsable, mais pouvait aussi provoquer un grand scandale. Mais Margaret était profondément amoureuse et n'écoutait plus aucun conseil. Après la mort de son père, elle et Peter ont commencé à communiquer en privé, de plus en plus fréquemment, et leurs actions sont devenues de plus en plus audacieuses. Cependant, un jour, les deux se retrouvaient en secret dans le bureau de Peter, et sont tombés par hasard sur Philippe, qui venait apprendre à piloter un avion, parce que Peter était autrefois un commandant, un officier de l'armée de l'air avec une grande expérience de vol. Philippe voulait lui demander de devenir son instructeur de vol pendant qu'il était pressé. Margaret s'est précipitée pour se cacher derrière le rideau, mais elle a accidentellement laissé tomber son sac à main sur la table. Après que Philippe soit entré, il a parlé avec Peter de l'apprentissage du pilotage, et ils ont convenu de s'entraîner ensemble le week-end. Alors que Philippe s'apprêtait à partir, il a remarqué le sac à main de la femme posé sur la table. L'homme bien sûr comprenait implicitement. Après quelques plaisanteries de Peter, Philippe n'a pas posé plus de questions et est parti en riant. Peter transpirait de froid, mais Margaret, qui est toujours arrogante et capricieuse, était amusée par cela. En même temps, l'un des 10 cas de pollution environnementale les plus graves du siècle a été enregistré dans les manuels d'histoire. Le brouillard de Londres s'est discrètement installé. Le bureau météorologique de Londres a constamment détecté une anomalie atmosphérique. Le directeur a décidé de signaler la situation au Premier ministre. Cependant, rapidement, le chef du Parti conservateur ne s'est pas intéressé à ce problème. Certains membres du Parti conservateur n'ont pas supporté et ont apporté ce rapport. Chercher les dirigeants du Parti travailliste pour critiquer rapidement. Mais les dirigeants du Parti travailliste sont trop prudents. Ils pensent que c'est un piège tendu par le Parti conservateur pour eux, et doutent de l'authenticité du rapport, car le ciel de Londres est alors parsemé d'étoiles, sans aucun signe anormal visible. La veille de la tempête, Londres est plongée dans le silence. Mais en une seule nuit, la ville semble mise en pause. Les trains ont cessé de circuler, les vols ont été annulés, les rues sont chaotiques. Un épais brouillard a enveloppé la ville pendant plusieurs jours. Mais le gouvernement reste totalement silencieux. Les hôpitaux sont débordés. Les citoyens blâment la centrale électrique approuvée par les autorités, construite il y a quelques années au centre-ville. Face au mécontentement des habitants de Londres, le Premier ministre reste ferme, considérant qu'il ne s'agit que d'une période de mauvais temps, et qu'elle disparaîtra bientôt. Par rapport au brouillard qui a bouleversé toute la société, l'éclair a été encore plus choquant en raison du fait que le prince Philippe a appris à piloter un avion de son propre chef, sans l'approbation du Parlement. Lors d'une réunion du cabinet, les députés ont finalement commencé à discuter de l'enquête sur le brouillard, considérant que la priorité absolue est de calmer l'opinion publique. Cependant, le Premier ministre ne changeait pas d'avis. Il était de plus en plus préoccupé par la manière d'empêcher le mari de la reine d'apprendre à piloter un avion. Bientôt, cette nouvelle parvint à Élisabeth. Beaucoup étaient d'accord pour dire que l'influence du Premier ministre avait beaucoup diminué, même en temps de crise nationale. En tant que Premier ministre, il ne se préoccupait que des affaires privées de la famille royale, et la seule chose qui l'intéressait était d'empêcher Philippe de piloter un avion. Ils ont suggéré à la reine de destituer le Premier ministre et de choisir quelqu'un de plus compétent pour former un gouvernement. Élisabeth est tombée dans la réflexion, puis elle a appelé le secrétaire Tommy, a sérieusement interrogé sur ses responsabilités en tant que chef d'État. Tommy a informé, peu de temps avant la mort du roi George VI, le vice-premier ministre. Eden s'est également adressé au roi à ce sujet. Mais, le roi George VI l'a refusé en invoquant l'impossibilité de violer la Constitution. En entendant cela, Élisabeth avait déjà sa réponse en tête. Cependant, Tommy a continué à parler. La situation actuelle est très différente. Des situations différentes nécessitent des leaders différents. En ce moment,
Les hôpitaux de la capitale sont débordés et se lamentent. L'assistant décide de signaler cette situation chaotique à son supérieur. En route, elle a eu un accident de la route. Le supérieur est très attristé en apprenant la nouvelle de la mort de l'assistant et insiste pour aller à l'hôpital, voir une dernière fois cette vie autrefois pleine de vitalité, qui maintenant repose devant lui avec un visage pâle. Le supérieur ne peut s'empêcher d'être bouleversé. Cependant, à ce moment-là, le secrétaire rapporte. La reine demande à voir le Premier ministre immédiatement. Churchill, avec son sens politique aigu, perçoit immédiatement le danger imminent. Il ordonne à son secrétaire de diffuser immédiatement l'information selon laquelle le Premier ministre rend visite aux patients à l'hôpital. Très vite, les journalistes, équipés, accourent en masse. Churchill, l'un des plus grands orateurs de la Seconde Guerre mondiale, en moins de 20 minutes, a rapidement rédigé un discours devant la presse, mémorisant tout le contenu, faisant face aux questions des journalistes, répondant naturellement, prenant l'initiative de reconnaître les erreurs du gouvernement et s'engageant à investir massivement dans les ressources médicales et le personnel soignant pour protéger au maximum la vie de tous les citoyens. Le discours enflammé de C.H. Péchieux a de nouveau suscité l'enthousiasme. Dans les nouvelles du matin suivant, les titres des journaux étaient remplis d'éloges pour C.H. Péchieux, en tant que seul dirigeant officiel du gouvernement à visiter les patients. La performance de C.H. Péchieux hier soir était aussi intense que son discours pendant la guerre. Titre dans le journal. Ils lui ont même donné le nom de leader. Véritable en temps de crise. Pauvre chef du parti travailliste, a complètement perdu la seule chance de vaincre l'éclair du soir. Maintenant l'éclair du soir est dans le hall, attendant de rencontrer la reine. Face au jugement de la couronne, il semble un peu nerveux. Cependant, il n'était pas le seul à être stressé. Le bulletin de ce matin, soudainement perturbé les plans d'Élisabeth. Elle n'était plus sûre de pouvoir interroger le Premier ministre. Cependant, à ce moment-là, le soleil familier brillait de nouveau dans le ciel de Londres comme pour annoncer la fin du désastre. Elle esquissa un sourire rusé. Et Élisabeth essayait également de réfléchir à une réponse. Les deux personnes viennent de se rencontrer. La reine est allée droit au but, voulant discuter du poste de Premier ministre. Cette question soudaine a complètement paniqué C.H. Péchieux. Même après cela, quand C.H. Péchieux en a parlé à sa femme, il était toujours effrayé. Il s'avère que le problème était le poste qu'Élisabeth, en parlant de l'organisation des places lors des banquets d'État, pour accueillir des invités étrangers. Le double sens de la reine est de permettre à Chill de respirer profondément et de baisser sa garde. Ensuite, elle en profite pour demander au Premier ministre d'accepter que Philippe apprenne à piloter un avion. On ne peut pas nier que cette stratégie d'Élisabeth est vraiment intelligente. Même les politiciens chevronnés tombent dans son piège. Finalement, les affaires politiques. La famille a conclu ce sujet en riant et en discutant. Cependant, le brouillard a duré 5 jours et a coûté la vie à 12 000 personnes. Le gouvernement britannique a promulgué la loi sur l'air pur de 1956, dans le but d'éviter une crise, comme celle de 1952. C'est la première fois que la reine Élisabeth d'Angleterre porte la couronne. En ce moment, elle se prépare pour son couronnement. Et pour que son mari Philippe ait un emploi, Élisabeth décide de le laisser participer à son comité de couronnement. Cependant, Philippe déclare fermement « Soit vous me donnez des pouvoirs réels, soit je ne fais rien du tout ». N'ayant pas d'autre choix, Élisabeth décide de laisser son mari assumer la présidence du comité de couronnement et l'avertit à plusieurs reprises. Le couronnement est un rituel qui a des milliers d'années d'histoire. Il est absolument interdit de faire quoi que ce soit qui viole les traditions anciennes. Philippe est entièrement d'accord. Mais en se retournant, il avait déjà organisé une diffusion en direct du couronnement, le premier de l'histoire mondiale à être retransmis. Face à cette décision d'Élisabeth, le secrétaire Tommy, ainsi que la reine-mère et une série de fonctionnaires du palais, ont signé la pétition. Ils estiment que le président du comité de couronnement ne peut être que le duc de Norfolk. Le duc de Norfolk n'a pas seulement présidé le couronnement du père de la reine, George VI, mais même, son propre père a présidé le couronnement du grand-père de la reine. Il semble que présider les couronnements soit devenu la responsabilité de la famille. Pas de problème cependant, la décision d'Élisabeth était déjà prise pour que son mari ait une totale autonomie. Elle sourit en refusant tous les conseils des ministres. Merci à vous. Bientôt. La réunion du comité du couronnement eut lieu pour discuter. Face à de nombreux ministres expérimentés, Philippe déclara calmement « L'ère féodale décadente n'existe plus. Aujourd'hui, c'est l'époque moderne de la prospérité commune et de la civilisation, de la science et de la technologie. Les anciennes cérémonies d'intronisation ne sont plus adaptées. Nous devrions être moins ostentatoires et davantage axés sur l'égalité et la proximité avec le peuple. » En disant cela,
il a exprimé son enthousiasme. Le développement de la science et de la technologie est vraiment incroyable. Des choses inimaginables auparavant sont désormais devenues réalité. Nous devrions laisser la reine mener la tendance de cette nouvelle époque. C'est pourquoi il a pris une décision audacieuse, celle de diffuser en direct la cérémonie sacrée de couronnement à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas tout. Pour souligner l'égalité et la convivialité avec le peuple, Philippe a également décidé d'inviter des représentants du commerce et de l'industrie à la cérémonie. Une idée folle et audacieuse qui a suscité une forte opposition de la part des conservateurs. Bientôt, les critiques ont atteint la reine. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'êtes pas venu vous plaindre de mon mari. » Élisabeth a cherché Philippe. Les personnes qui préparent la scène pour la cérémonie de couronnement. Dans l'église, 2 d'entre elles ont eu une vive dispute à propos des détails de la cérémonie. Élisabeth a accusé son mari d'avoir bafoué le caractère sacré de la royauté. Philippe a dit franchement à sa femme que si elle ne voulait pas que la famille royale soit renversée, elle ne devait pas paraître trop arrogante. Il avait été témoin de ses propres yeux. Notre famille s'est effondrée dans les émeutes. Mon grand-père a été assassiné et je n'ai pu m'échapper de la Grèce qu'en me cachant dans une caisse en bois. Il ne veut simplement pas que cela se reproduise pour sa femme et ses enfants. Après une longue dispute, Élisabeth a finalement exprimé qu'elle soutiendrait la diffusion en direct de la cérémonie de couronnement, la lumière de son mari. Mais il y a une condition, tu dois t'agenouiller lors de la diffusion en direct devant le monde entier. S'agenouiller devant sa femme. Pour Philippe, qui a une fierté extrêmement élevée, c'est totalement inacceptable. Le couple a de nouveau une dispute acharnée. À ce sujet, je pense que s'agenouiller devant sa femme est un acte de parasite. Élisabeth, jugée faible, rétorqua que ce n'était pas s'agenouiller devant elle, mais devant Dieu et la royauté. Philippe déclara qu'il n'en pouvait plus, que sa femme dégageait une autorité et une puissance oppressante partout. Et Élisabeth répondit également qu'elle était lassée de la faiblesse et de l'insécurité que son mari dégageait. 2 personnes s'affrontent sans céder. Philippe ne sait pas s'il a épousé une femme ou une reine. Élisabeth lui répond qu'elle est les deux. Et qu'un homme fort peut s'agenouiller devant les deux. Je ne m'agenouillerai pas devant ma femme. Ce n'est pas ta femme qui te donne cet ordre, mais ma reine qui me l'ordonne. C'est moi qui te supplie de faire une exception pour moi. Une fois, face à la requête de ton mari. Cette fois, Élisabeth ne cède pas. En tant qu'épouse, elle peut accepter que son mari ne s'agenouille pas. Mais en tant que reine, la couronne sur sa tête ne permet pas qu'elle se soumette à quiconque. En regardant son mari partir, Élisabeth se demande ce qu'elle pense à ce moment-là. La première diffusion en direct du couronnement royal de l'histoire mondiale est sur le point d'avoir lieu. Le prince Philippe va-t-il s'agenouiller devant ma femme, sous les regards de centaines de millions de personnes? Non, c'est la scène de l'intronisation d'Élisabeth II, la première monarque au monde, a diffusé en direct la cérémonie de couronnement. Élisabeth a présenté pour la première fois le rituel de couronnement, ancien et mystérieux, au monde entier. On ne voyait qu'Élisabeth et son mari, Philippe, sous les acclamations de la foule. Ensemble, ils montent dans le carrosse doré royal qui avance lentement, et le carrosse historique en or, âgé de près de 265 ans et pesant 8000 livres. Enthousiasme également les citoyens présents. Selon le protocole, le roi se rendra à l'abbaye de Westminster. Puis, sous le regard de l'évêque et de l'assemblée, il prononcera un serment solennel devant Dieu. Ensuite, l'archevêque remettra les sceptres, symbolisant divers pouvoirs entre les mains de la reine. Après avoir accompli de nombreux rituels complexes, la cérémonie de couronnement a finalement atteint son apogée. La couronne sacrée d'Édouard, pesant 4,4 kg, est apparue aux yeux de tous. Lorsque la couronne, symbole du pouvoir suprême, a été lentement posée sur la tête de la reine, cela signifiait que la reine était réellement devenue le chef d'État suprême, et l'incarnation du pouvoir pour les 53 nations du Commonwealth. Prospérité commune. Dieu protège la reine. Dieu protège la reine. Devant la royauté, même l'arrogant Philippe ne peut s'empêcher de s'agenouiller, sous le regard de centaines de millions de personnes à travers le monde. S'agenouiller devant sa femme et prêter serment. La cérémonie de couronnement touche à sa fin. Tout le monde acclame la reine. Et maintenant devant l'écran de télévision, il y a un vieil homme avec un statut particulier, qui boit pour noyer son chagrin. C'est l'oncle de la reine, également ancien roi S. Parce qu'il voulait absolument épouser Madame Simpson, qui avait divorcé 2 fois, il a volontairement abdiqué. C'est la honte de la famille royale. Lui et sa femme n'ont pas été invités à la cérémonie de couronnement. Quand quelqu'un a demandé s'il regrettait d'avoir renoncé à tout cela, il a fièrement répondu qu'il avait choisi quelque chose de plus grand. Regardez la couronne qui aurait dû m'appartenir, briller sur la tête de quelqu'un d'autre. Tout voir à la télévision depuis un pays lointain. Un monarque abdiqué, n'aimant pas son royaume, mais seulement cette belle femme. Envers la couronne et la patrie, n'y a-t-il vraiment aucun regret ?
Tôt le lendemain matin, le duc de Winchester se lève tôt, vêtu d'un costume traditionnel, en direction d'un château lointain, joué de la cornemuse remplie de nostalgie. Ses paroles à sa femme étaient pleines d'amour et de passion. Mais au fond de lui, regrettait-il vraiment quelque chose? Après la diffusion en direct de la cérémonie de couronnement qui a bouleversé le monde entier, Élisabeth est devenue la femme la plus célèbre du monde. Peu importe l'occasion où elle apparaissait, elle enthousiasmait toujours la foule. Cependant, un journaliste a révélé un secret explosif. Lors de la cérémonie, il a vu de ses propres yeux la princesse Margaret aider un homme à enlever des poils sur son uniforme. Cet homme n'était pas seulement un civil, mais aussi un divorcé. Cependant le rédacteur en chef a estimé que cela n'était pas significatif. Ce n'est qu'une broutille. Devant le mépris du rédacteur en chef, le journaliste décide de faire l'expérience lui-même. Il se penche et fait un geste suggestif en caressant le col du rédacteur en chef. Le rédacteur en chef sursaute. Le journaliste explique que le geste de dépoussiérer est aussi intime qu'un baiser, et il a un fort pressentiment que ce sera une nouvelle choquante après une hésitation. Le rédacteur en chef décide de laisser le journaliste l'écrire d'abord, puis décidera. En même temps, Margaret appelle pour inviter sa sœur à dîner, en insistant particulièrement pour qu'elle et Philippe soient très élégants. Au dîner, Margaret annonce, avec un peu de gêne, sa relation secrète avec Peter. J'espère pouvoir me marier avec lui. Élisabeth semble un peu choquée. Elle exprime qu'en tant que reine, elle ne peut pas l'accepter facilement, mais en tant que sœur, elle est heureuse de voir sa sœur trouver le bonheur. Après avoir reçu le soutien de sa sœur, Margaret est folle de joie. Elle court embrasser Élisabeth sur la joue avec enthousiasme. Tôt le lendemain matin, après avoir examiné les documents pertinents, Élisabeth appelle sa sœur pour lui demander si elle veut déménager en Écosse avec Peter pour se marier. Parce que dans l'Église, il n'est pas permis aux divorcés de se remarier si leur ex-conjoint est toujours vivant. Mais l'Église d'Écosse n'a pas de règles aussi strictes. Margaret ne s'attendait pas à ce qu'elle et Peter peut encore se marier à l'Église. Donc, à la demande de sa sœur, elle a naturellement accepté avec joie. Dans un autre développement, un journaliste du Times se précipite pour écrire un article sur cette nouvelle choquante. Lorsque le rédacteur en chef a vu le premier brouillon, il a été extrêmement stupéfait. Il savait que ce serait une nouvelle importante, mais il ne s'attendait pas à autant de détails. Pour la famille royale qui venait tout juste de restaurer son prestige, c'est certainement un coup dur. Après réflexion, le rédacteur en chef a décidé de consulter ses supérieurs. Les supérieurs, en apprenant la nouvelle, se sont fermement opposés à la publication de cet article. Demain, mais le rédacteur en chef a insisté en affirmant que les médias ne pouvaient pas devenir les serviteurs de la royauté. Nous devons faire entendre notre propre voix. De plus, même si nous ne publions pas dans les journaux, les autres médias en parleront aussi. À ce moment-là, les dirigeants ont choisi de se taire. Bientôt, un article intitulé L'amour royal ébranle la monarchie est apparu en première page du Times le lendemain. C'était comme un obus qui venait d'être déclenché avant qu'il n'explose. Personne ne savait à quel point il serait dévastateur. Le scandale du duc de Windsor et Madame Simpson autrefois avait presque provoqué une crise constitutionnelle en Angleterre. Alors cette fois, la princesse Margaret va apporter quelle tempête à la famille royale. La reine Élisabeth pourra-t-elle y faire face avec succès? Maman, pourquoi es-tu venue ici? Œil pour œil, sœur. Qu'est-ce qui a poussé la princesse Margaret à se retourner contre sa sœur Élisabeth? Il s'avère qu'après que la relation secrète de Margaret et Peter ait été révélée par les journalistes, la reine mère Élisabeth ainsi que le secrétaire Tommy se sont précipités auprès de la reine Élisabeth pour discuter de la stratégie à adopter. Sans aucun doute, Élisabeth s'est rangée du côté de sa sœur. Cependant la reine mère Élisabeth pense que le plus important en ce moment est de faire tout son possible pour protéger la position de la reine Élisabeth. Le mariage et l'abdication de ton oncle ont presque ébranlé la crédibilité de la monarchie. Ce problème aussi. Ensuite, le secrétaire Tommy raconte à Élisabeth l'origine de la loi sur le mariage royal. Au début, à cause des deux frères du roi George III, l'un a épousé une fille illégitime, l'autre a épousé une veuve roturière. Cela a rendu l'Église et le Parlement très en colère à l'époque. Pour apaiser cette colère, le roi George III a demandé à son premier ministre de rédiger et de promulguer la loi sur le mariage royal, interdisant à tous les jeunes princes et princesses, manque d'expérience, épouser des personnes indignes.
La loi stipule que les princes et princesses de moins de 25 ans doivent obtenir le consentement du monarque pour se marier. Cela signifie qu'après 25 ans, ils peuvent ne plus avoir besoin de demander la permission du monarque. Ainsi, la reine-mère a proposé que si Margaret se mariait après 25 ans, elle pourrait contourner la loi et tromper Élisabeth, et cela préserverait la bonne relation entre la reine, l'Église et le gouvernement. Mais la princesse Margaret n'a que 23 ans actuellement. Dans les 2 années à venir, elle et Peter ne peuvent qu'attendre. Et il serait préférable qu'ils se séparent. C'est la seule solution, Majesté. Quand Élisabeth a dit cela à sa sœur, Margaret s'est effondrée. Elle ne voulait même plus tenir la main de sa sœur. Élisabeth est d'accord avec sa sœur. Avant que Peter ne soit envoyé à l'ambassade de France, ils auront la possibilité de se rencontrer brièvement. Mais pour éviter tout soupçon pour le moment, elle emmènera Peter visiter l'île du Nord. Dès leur arrivée en avion, Élisabeth a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants locaux. Elle semble habituée à attirer l'attention de tous. Ainsi, lorsque la télévision diffuse en continu, les journalistes interviewent Peter. Élisabeth montre rarement son mécontentement. C'est la première fois qu'elle est dérobée de l'attention depuis qu'elle est devenue reine. Éteignez ça, Majesté. Pendant le dîner, Élisabeth confie son mécontentement à son secrétaire Tommy. Elle a fait venir Peter ici pour soutenir sa sœur, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'attention des médias envers Peter soit si forte. Aujourd'hui, elle n'entendait presque pas le son de sa propre voix. Tommy a proposé que l'ordre de mission de Peter prenne effet immédiatement. Élisabeth a accepté, parce qu'elle avait promis à sa sœur que Peter aurait une brève rencontre avec elle à Londres, avant d'être envoyé en France. Maintenant, elle espère juste qu'après une journée, la situation va se calmer. Cependant, la fête de bienvenue a été spécialement préparée pour la reine. Presque la moitié de l'attention a été accaparée par Peter. Même pendant quelques jours, partout où Peter allait, les acclamations ne cessaient pas. Sa popularité a clairement surpassé celle de la reine. Encore pire, en montant à bord après la visite, la reine a fait signe de la main et est entrée dans la cabine de l'avion. Mais Peter est même resté dehors de la cabine de l'avion, agitant la main avec enthousiasme à la foule. Cet acte dépassant les limites a rendu Élisabeth complètement furieuse. Elle a immédiatement ordonné à Tommy d'exécuter immédiatement l'ordre de déploiement de Peter. Dès qu'il descendrait de l'avion, Tommy et le groupe de secrétaires ont solennellement annoncé à Peter que l'avion pour Brooklyn attendait. Vous avez 3 heures pour emballer les articles nécessaires à emporter. Le temps peut ne pas suffire pour faire vos bagages, mais je pense qu'en tant que soldat, emballer rapidement et efficacement doit sûrement être votre seconde nature. En ce moment, la princesse Margaret est en mission à l'étranger. Le télégramme de Peter, ordonnant son départ à l'étranger, est arrivé à Margaret. Elle était furieuse, exige de parler immédiatement à sa sœur. Maintenant, avec les efforts de centaines d'employés du Standard, la sonnerie du téléphone dans la chambre, le couloir du salon du palais de Buckingham. Enfin, a trouvé la reine, dans la zone d'alimentation des chevaux du palais de Sandringham. Dès que le téléphone est connecté, Margaret gronde immédiatement sa sœur pour ne pas avoir tenu sa promesse et le souligne vivement. La raison pour laquelle Élisabeth a agi ainsi est qu'elle se détestait. Peter a volé la gloire qui revenait à la reine. Élisabeth veut expliquer, mais sa sœur ne lui donne absolument aucune chance de parler. Finalement, Margaret dit solennellement à Élisabeth, « Puisque tu ne me protèges pas, dorénavant, je ne te protégerai pas non plus. Œil pour œil, sœur. » La relation fraternelle royale se fissure. Cela met tous les employés du Standard participer à cet appel, tellement effrayés qu'on n'ose pas respirer fort le 3e jour. Le reportage sur le couple malheureux Margaret et Peter, forcés de se séparer par la famille royale, fait à nouveau la une des journaux. De la presse écrite, l'opinion publique désapprouve l'attitude froide de la royauté. Certains vont même jusqu'à dire que les actions de la reine envers sa sœur mettent en danger la monarchie britannique, des critiques soudaines venant de toutes parts, laissant Élisabeth confuse, ne sachant que faire. Et son mari Philippe, après quelques mots de réconfort simples, sa femme riait et s'amusait avec des amis, regardant son mari s'éloigner en voiture. En tant que souveraine d'un pays, Élisabeth semblait être à jamais emprisonnée dans les murs de ce palais. Margaret était libre. Qu'est-ce qu'il reste à Élisabeth en dehors de l'autorité de la reine? Croyez-vous que la reine de l'Empire britannique n'ait qu'un niveau d'éducation primaire? La reine Élisabeth, en raison de ses contacts fréquents avec les politiciens, se sentait en position de faiblesse. C'est pourquoi elle a invité un professeur d'université renommé, dans l'espoir qu'il puisse l'aider à sortir de l'impasse. Le professeur a suggéré vouloir évaluer le niveau d'éducation réel de la reine, pour savoir par où commencer son enseignement. Lorsqu'on lui a demandé si la reine avait un diplôme de fin d'études secondaires, Élisabeth est restée immobile, visiblement embarrassée. Lorsqu'on lui a demandé si la reine avait un diplôme de fin d'études collégiales, Élisabeth a esquissé un sourire gêné et baissé la tête, mal à l'aise. Non,
Avez-vous déjà reçu des cours particuliers, équivalents à ce niveau d'éducation? Je comprends, ce n'est qu'aujourd'hui qu'Elisabeth a soudainement réalisé qu'elle n'avait jamais reçu une véritable éducation. Ce qu'elle avait appris dans son enfance, comme la couture, la broderie et ce qu'on appelle les bonnes manières à table, n'avait pour but que de faire d'elle une princesse, aristocratique et naïve. À présent, elle est totalement incapable de faire face aux politiciens, rusés. Pour cela, elle s'est disputée violemment avec sa mère. On t'a appris à être une dame, une princesse. Pourquoi veux-tu encore des diplômes? Qui veut d'un érudit ou d'un professeur d'université comme monarque? Ils veulent une reine. La réponse de sa mère était vraiment glaciale. Elle voulait contribuer davantage à son pays, et pas seulement être un porte-bonheur. Le lendemain, lors de la rencontre avec le Premier ministre, flash d'information rapporte à la reine un événement international majeur. L'Union soviétique a réussi à tester sa première bombe atomique. Pour le monde occidental de l'époque, il ne fait aucun doute que c'était comme une épée tranchante suspendue au-dessus de leur tête. Face à cela, Flash d'information pense qu'il devrait immédiatement s'exprimer et prendre la tête pour maintenir la paix mondiale. Et j'ai proposé d'envoyer le vice-premier ministre, Eden, à Washington, pour préparer la rencontre au sommet à venir entre lui et le président américain Eisenhower. Elisabeth a exprimé ses inquiétudes concernant l'état de santé du vice-premier ministre Eden, qui a été récemment malade à plusieurs reprises. Bien qu'elle ne s'intéresse pas de près aux affaires d'État, elle espère. Ces ministres peuvent travailler pour le gouvernement, avec une santé physique et mentale équilibrée. Churchill appelle immédiatement Eden, en espérant qu'il puisse retarder son opération pour participer à une réunion de haut niveau avec Eisenhower. Eden, qui depuis longtemps est mécontent de l'arrogance de Churchill, se retrouve aujourd'hui face à une demande presque humble de Chill. Bien sûr, ce n'est pas facile à ignorer. Il a demandé à Chill de répéter ce qu'il avait dit, pour que tout le monde puisse entendre. Chill a avoué: j'ai besoin de toi, Anthony. J'ai besoin de ton jugement. Et aussi de ton intégrité et de ta loyauté. Dis-le fort: j'ai besoin de toi à mes côtés, Anthony. Nous savons tous que j'ai besoin de toi, mais je dois faire cette opération, Winston. C'est une question de vie ou de mort. Après avoir dit toutes ces paroles mièvres en plaisantant, Eden a raccroché, fatigué par l'âge. Après avoir été taquiné et humilié, sa tension a grimpé en flèche. Il a même eu un AVC et est resté alité. Malgré cela, il n'avait aucune intention de se retirer. Il voulait même cacher sa maladie à la reine. Il a dit à Bob: j'ai promis à Sa Majesté que le dirigeant de la nation serait en bonne santé. Vous savez, Bob, je suis un homme de parole. Mais Bob rétorqua que vous ne pouvez pas la cacher. Vous gérez ce pays en son nom. Bientôt, Elisabeth a reçu des nouvelles de Downing Street que le Premier ministre a la grippe et espère que la reine, en son nom personnel, invite Eisenhower au palais de Buckingham pour un dîner. Pauvre Elisabeth, il a dû sacrifier son plan initial pour préparer un banquet d'État qui n'aurait pas dû avoir lieu. La bonne nouvelle est qu'Eisenhower a accepté l'invitation de la reine et arrivera bientôt à Londres pour une rencontre. Les discussions sont pleines d'enthousiasme. Il a complètement oublié qu'il est toujours un patient victime d'un AVC. Cloué au lit, il se lève avec excitation et déclare que si Einstein Howard arrive, il pourra diriger le pays à nouveau et discuter des mesures efficaces contre l'Union soviétique. Sa femme ne cesse de lui conseiller de ne pas s'énerver. Allonge-toi vite. Écoute, pourquoi ne pas admettre la vérité, que tu es proche de la mort, et dire la vérité à la reine Winston. Mais je dois faire cette opération. Après l'excitation, une fois de plus, le coup fatal l'a frappé et il est tombé. Croyez-vous que la reine de l'Empire n'a même pas le droit de choisir son propre secrétaire? Quoi? Tommy, le secrétaire, ancien fonctionnaire de 2 dynasties, est sur le point de prendre sa retraite. Maintenant, Elisabeth a 2 options devant elle. Une est Michael, qui a de l'ancienneté. L'autre est Maud, qui manque encore d'expérience. Selon la tradition, la reine devrait choisir Michael, le plus mature. Mais ma reine avait été le secrétaire personnel d'Elisabeth quand elle était encore princesse. C'est pourquoi Elisabeth favorisait ma reine, et lui avait même secrètement annoncé cela. Cependant, quelques jours plus tard, ma reine, regrettant sa décision, informa la reine qu'il ne pouvait pas accepter ce poste. Elisabeth était très perplexe quant à la raison pour laquelle ma reine avait soudainement changé d'avis. Après de nombreuses interrogations, ma reine vient de dire à la reine que c'est Tommy qui lui a demandé de refuser ce poste. Elisabeth est très en colère. Elle pense qu'elle a sacrifié trop de liberté pour la royauté et le gouvernement depuis son accession au trône. Mais maintenant, même le choix d'un simple secrétaire est entravé, encore et encore. Elle ne comprend pas ce que cela signifie pour elle en tant que être reine à nouveau. C'est pourquoi Elisabeth, furieuse,
a cherché le secrétaire Tommy et lui a dit directement qu'elle voulait choisir Maud comme secrétaire privé. Cependant Tommy a franchement indiqué que ce serait une décision erronée et a énuméré à la reine les avantages et les inconvénients. Par exemple, initialement, Édouard VIII voulait seulement prendre le palais de Buckingham, en faire un lieu de travail, transformer le manoir en sa maison. Ensuite, il a commencé à ne plus aller à l'église. Il voulait même vendre les domaines de Sandringham pour un usage personnel. C'est à cause de cette série de caprices que cela a conduit au scandale de l'abdication finale. Un millier de kilomètres de digues brisées à cause d'une fourmilière. N'importe quelle erreur. La moindre erreur peut entraîner des conséquences graves. Les paroles pleines de sagesse de Tommy mettent Élisabeth dans une position difficile. Elle décide donc de convoquer le secrétaire du Premier ministre, Jacques, car Jacques avait également été son assistant personnel. Dans ses souvenirs, il a toujours compris ses émotions. Ainsi, Élisabeth souhaite consulter son ancien assistant sur cette affaire. Cependant, à ce moment-là, Jacques, en cachant sa maladie au Premier ministre, se sentait coupable, avant même que la reine ne puisse parler. Il avait déjà révélé toute l'histoire du roi, qui avait subi 2 AVC à Élisabeth. « J'ai compris, c'est pour ça que vous m'avez convoqué ? Non, je vous ai convoqué pour discuter avec vous de la possibilité de nommer Michael Handy comme mon secrétaire particulier. Non, ce n'est pas Maureen Jackson. Mais ce que vous venez de dire est bien plus important. » Élisabeth était très en colère. Elle en a parlé à son professeur personnel. Quand le professeur lui a demandé comment la reine comptait réagir, Élisabeth est restée silencieuse. Ne pouvait pas rassembler l'élite de l'Empire. Il les grondait comme des enfants, parce qu'ils étaient bien plus intelligents et talentueux qu'elle. Mais le professeur a simplement souligné que cela n'a rien à voir avec l'éducation ou le talent. C'est une question de principe et d'intégrité. Leurs actions ont violé la Constitution. Tout l'Empire britannique n'existe plus. Trouvez quelqu'un d'autre qui comprend mieux la Constitution qu'Élisabeth. Il s'avère qu'Élisabeth n'était pas totalement ignorante. Elle a été éduquée en cours particulier. En cours particulier par le vice-recteur de l'école de Boston. Depuis l'âge de 7 ans, le programme principal portait sur la Constitution britannique. À ce moment-là, le directeur parlait des 2 principaux éléments de la Constitution, noblesse et efficacité. La monarchie représente la noblesse. Il ne répond qu'à Dieu. Le gouvernement représente l'efficacité. Il doit être responsable devant les électeurs. C'est seulement lorsque les 2 coopèrent et se font confiance que le régime peut fonctionner au mieux. À ce moment-là, Élisabeth, bien qu'elle ne comprenne qu'à moitié, prenait des notes attentivement sur le mot confiance. Alors, vous pensez que je devrais faire quoi? Les convoquer et les gronder comme des enfants? C'est Dia. Ensuite, Élisabeth a immédiatement demandé à ses domestiques de chercher dans toutes les propriétés royales afin de retrouver son carnet rouge d'enfance. À tout prix, grâce à l'inspection minutieuse des gardes du palais, il a finalement été retrouvé dans un vieux coffre en bois. La tension et l'inquiétude montaient progressivement. Premier ministre, le ministre Bob et moi avons été invités au palais de Pékin. À Pékin, la scène de la jeune reine réprimandant les anciens conseillers va bientôt se dérouler. Élisabeth change son image amicale habituelle, utilise des mots sévères pour souligner que les actions de Bob ont entravé et interféré avec ses prérogatives en tant que reine. Au Moyen Âge, cela aurait été un acte de haute trahison. Les paroles, justifiées et incisives d'Élisabeth ont réduit Bob au silence, et elle n'avait aucune intention de permettre à ce vieil homme de parler. « Tu peux partir maintenant », regardant Bob quitter la grande salle à pas lourd. Cela a rendu l'atmosphère, déjà tendue, encore plus nerveuse. Face aux héros de la Seconde Guerre mondiale, si un flux immense. Élisabeth n'a pas utilisé un ton sévère, mais les mots les plus doux pour dénoncer les actes de Chill au cours des dernières semaines, non seulement en trahissant la Constitution nationale, mais aussi en trahissant l'amitié entre eux deux, face à une double accusation de légalité et de morale. Chill, comme un élève fautif, affichait une expression de culpabilité, n'osant pas respirer fort, et ne pouvait qu'essuyer discrètement les larmes au coin de ses yeux. Élisabeth a sorti le carnet rouge et a tourné jusqu'à la page où elle avait pris des notes. Puis elle a lu à C.H. Péchieux, mot par mot ce qu'elle avait appris, et a montré que le comportement de C.H. Péchieux avait brisé cette confiance. Ce n'était pas seulement un acte irresponsable, cela pouvait même avoir de graves répercussions sur la sécurité nationale. Ensuite, Élisabeth a enchaîné avec une question. La santé du Premier ministre s'est-elle un peu améliorée? Aucune réponse affirmative n'a été reçue. Élisabeth a alors demandé, avec l'état de santé actuel, est-il possible d'assumer les fonctions actuelles? Avant que le ministre ne puisse répondre, Élisabeth a rapidement ajouté « J'espère que vous réfléchirez soigneusement à votre réponse, par respect pour ma position et mes responsabilités, et non pas à cause de mon âge ou de mon sexe. Que vous répondiez de manière désinvolte. » Bien qu'elle ait été critiquée, elle était très satisfaite, parce qu'il voyait que Élisabeth avait pleinement acquis tout ce qu'une reine
doit avoir, et il avait également tenu sa promesse, faite au père d'Élisabeth. De retour dans la chambre, Élisabeth vit Philippe, qui était rarement à la maison, et Philippe a également remarqué quelque chose d'inhabituel chez sa femme aujourd'hui. Ce sentiment est difficile à décrire. Il a juste l'impression que sa femme aujourd'hui semble plus belle, et même plus grande. Élisabeth n'a pas le temps de plaisanter avec Philippe, parce qu'elle doit rencontrer son nouveau secrétaire. Cependant, Philippe a sa propre manière de retenir sa femme. Si tu ne me rencontrais pas, que ferais-tu? Deux choix. Soit je devrais poser quelque chose pour atteindre ma belle grande dame. Soit elle pourrait s'agenouiller. Bientôt, la nouvelle secrétaire de la reine a reçu l'avis de venir demain. Pour prouver au monde qu'elle est toujours puissante. La royauté. Tu as préparé 100 tenues ultra luxueuses et une flotte de croiseurs pour que la reine puisse visiter le monde, restaurer la grandeur de l'Empire, où le soleil ne se couche jamais. Cependant Philippe, le gendre de l'Empire, avait tout compris. Il était perspicace et a souligné que les actions de ce gouvernement n'étaient qu'une peinture, une fine couche de peinture sur une vieille voiture rouillée, espérant convaincre le public qu'elle fonctionne toujours bien. Mais en réalité, la rouille a déjà corrodé le moteur et toute la structure de cette vieille voiture délabrée qui se désintègre selon une tendance irréversible. Dès que la reine monte dans l'avion, le Premier ministre se précipite. Il sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'influence de l'Angleterre dans le monde s'est progressivement affaiblie et que cette tournée mondiale de la reine, sans aucun doute, c'est d'une importance capitale pour maintenir la domination de l'Empire et renforcer le bloc de la communauté du Commonwealth. Il a averti Élisabeth de ne pas laisser le public voir le visage affaibli de la reine, et de ne pas leur montrer que la couronne est aussi un fardeau. Laisse-les te voir, mais seulement pour leur montrer l'immortalité de la royauté. Élisabeth sourit en remerciant pour le rappel de la dignité, mais en se retournant, sa poitrine semblait se soulever, d'une pression énorme qui l'empêchait de respirer. Pendant que la reine participait aux activités diplomatiques, toutes les activités de récompense et de discours nationaux étaient assurées par la reine-mère, Élisabeth. Cependant, la reine-mère, en se languissant du roi George VI, est tombée malade. Elle a proposé de monter au nord de l'Écosse pour se détendre et soulager son chagrin. Elle a suggéré de confier ses tâches à la princesse Margaret, car de toute façon, la princesse est actuellement éloignée de son amoureux. Avoir plus de travail pourrait peut-être l'aider à remonter le moral. Cependant, elle ne se doutait pas que sa fille, la cadette de madame, est naturellement arrogante et capricieuse. Lors d'un dîner officiel avec des ambassadeurs étrangers, Margaret n'a pas suivi le discours préparé par le gouvernement. Elle a improvisé un talk-show royal. Notre ambassadeur aux États-Unis, Sir Roger Macquin, est le seul homme intègre à Washington. Bien sûr, il y a aussi Sir Charles, paix de Grèce, et son épouse. La Grèce nous a apporté tant de belles choses. La philosophie, la démocratie, et même mon beau-frère. Le prince Philippe était un prince grec. Le discours de Margaret a fait éclater de rire tout le monde, et a également reçu de chaleureux applaudissements. Enthousiaste, elle semblait vraiment savourer le fait d'être acclamée par tout le monde. Elle a ensuite appelé Peter, pour se vanter de ses talents de communicatrice, plus que sa sœur aînée. Depuis petite, si j'étais reine, je serais sûrement acclamée par tout le monde. Cependant, elle ne comprend toujours pas ce qu'une reine doit réellement sacrifier. L'emploi du temps d'Élisabeth est très chargé. Elle doit visiter 57 villes en Australie en 58 jours, participer à des activités différentes chaque jour, même entre deux activités. La reine n'a que 8 minutes pour se changer. Philippe se plaint que ce n'est absolument pas une visite diplomatique, mais plutôt une tournée. Il espère juste chaque jour pouvoir organiser plus de temps pour aller aux toilettes, mais même une demande aussi petite est refusée. Je crains que ce ne soit impossible, Votre Majesté. Réveil à 4h30, départ pour la Jamaïque en avion à 6h. Élisabeth lit les nouvelles sur l'accueil chaleureux. La chaleur de sa sœur à Londres dans les journaux. Elle est un peu inquiète que Margaret la dépasse dans le futur. Philippe a proposé de réduire certains engagements et de rentrer plus tôt. Mais Élisabeth a refusé. Le programme ne peut pas être changé. Rien ne doit être annulé. Elle ne peut pas, pour des intérêts personnels, nuire aux intérêts pays. Cette époque, l'hémisphère sud était en plein été torride, et la foule des deux côtés de la route s'étendait sur 16 km. Pour réduire le temps d'exposition de la reine au soleil, le secrétaire a suggéré d'accélérer la voiture, mais en tenant compte du fait que les chevaux royaux à l'arrière pourraient ne pas suivre. Élisabeth a refusé cette proposition. Les drapeaux flottaient, les gens parlaient bruyamment. Élisabeth, un sourire forcé pour montrer l'immortalité de la royauté devant le monde, mais maintenant sous les flashs. Les rubans flottent dans le ciel, comme des linceuls blancs.
La reine et le prince semblent comme des morts vivants, ne restant que des coquilles vides. Dans le courant de l'époque, peu importe leurs efforts, cela ne change pas le fait que la monarchie est en déclin. À force de garder un sourire intense pendant longtemps, Élisabeth a subi une paralysie faciale temporaire. Le médecin a conseillé à la reine d'arrêter de sourire immédiatement. Cependant, Élisabeth a dit qu'elle devait encore présider une réception ce soir et espérait que le médecin trouverait une autre solution. Il n'y avait pas d'autre choix. Le médecin a décidé d'utiliser une méthode, injection de sédatifs, pour réduire la fatigue musculaire. Tout à l'heure, Philippe s'est plaint auprès de sa femme que toute la visite diplomatique ressemblait à un cirque drôle et absurde. Il ne comprend pas pourquoi sa femme prend tout cela au sérieux et accorde autant d'importance à chaque activité. Serait-ce uniquement pour maintenir l'image de la fille sage aux yeux de son beau-père? Que voulez-vous entendre de sa bouche? Lilibet, tu as fait du bon travail. Elle gère toutes les parades avec facilité. Lilibet ne déçoit jamais personne. Elle est toujours attentionnée. Au final, il l'aime plus que moi. Sors, c'est de la folie. George favorise Margaret. C'est toujours une blessure difficile à guérir pour Élisabeth. La reine, habituellement douce, n'a finalement pas pu contenir sa colère à ce moment-là. Il est vrai que seuls les plus proches peuvent porter les coups les plus douloureux. Élisabeth a crié et chassé Philippe dehors. Mais elle a accidentellement croisé un groupe de journalistes qui attendaient avec leur caméra pour une interview. Et voilà, tous les efforts pour construire l'image de la reine se sont effondrés. Élisabeth, elle n'osait pas penser aux conséquences si cela était découvert. Après avoir réfléchi un moment, elle a décidé de parler elle-même aux journalistes. Élisabeth s'est excusée auprès des journalistes pour le petit incident précédent. Elle croit que tous les mariages passent par ces épreuves. Même la famille royale n'y échappe pas. Elle a même demandé si elle devait coopérer pour une interview. Heureusement, c'était un journaliste consciencieux. Il ne menace ni ne fait du chantage. Il prend simplement la bobine de film de la caméra et l'offre à la reine comme un cadeau. Élisabeth est très touchée par ce geste. En revanche, la princesse Margaret, à Londres, visite une mine de charbon sur invitation. En répondant aux questions des médias, le langage vivant et humoristique de Margaret fait rire le public sur place. Quand le journaliste lui demande à propos de ce souvenir de charbon, la princesse offrira à qui? Margaret Chausset, qu'elle a une personne spéciale choisie dans son cœur. Tout le monde qui aime lire les tabloïds le sait. C'est le colonel de l'armée de l'air Peter Tauzan, que la reine a envoyé loin. Le journaliste a demandé à la princesse si Peter lui manquait. Oui, il me manque beaucoup. Et votre sœur, la reine, vous manque-t-elle? Non, pas autant. Tous les spectateurs curieux tournaient les yeux vers Peter. Peter ne pouvait que répondre par un sourire forcé. Même Peter savait que Margaret agissait ainsi. Se moquer publiquement de sa sœur n'était pas correct. Leur relation avait déjà été entravée par la famille royale. Cela ne ferait qu'aggraver la situation auprès de la royauté. En effet, bientôt, le Premier ministre Christine a cherché à rencontrer Margaret. Compte tenu de ses actions scandaleuses récemment de la princesse, Christine a décidé que les activités royales restantes seraient représentées par la reine-mère. Même si la reine-mère est loin en Écosse, Christine a également envoyé quelqu'un pour la ramener. Dans le cadre d'une visite diplomatique de plusieurs mois d'Élisabeth, qui touche finalement à sa fin. Cependant, la dernière étape à Gibraltar présente le danger sécuritaire le plus grave. En raison de la montée du mouvement indépendantiste, les dirigeants des partis politiques principaux locaux reçoivent tous des menaces de mort, déclarant que la reine d'Angleterre poserait le pied à Gibraltar comme si elle entrait dans une tombe. Personne n'ose dire si ce voyage est sûr ou non. Philippe ne veut pas être considéré comme une cible vivante et s'enfuir précipitamment. A décidé d'annuler le voyage et de retourner à Londres immédiatement. Cependant, Élisabeth pensait que fuir en pleine bataille ne ferait que les rendre lâches et décevrait les habitants locaux. Plus important encore, elle voulait prouver à ceux qui se croyaient meilleurs qu'elle était la véritable élue. Les leaders nés ont une personnalité déterminée et un charisme personnel, sont peut-être plus aptes à apparaître en public et à guider l'histoire. Mais pour le meilleur ou pour le pire, la couronne est tombée sur ma tête, je dis que je pars et je pars. La reine d'Angleterre, malgré le danger pour sa vie, a navigué le yacht royal vers Gibraltar. Cette nouvelle a été largement applaudie par les capitalistes. Plus de 50 000 miles de voyage en mer, par voie terrestre et aérienne. Une liste d'invités prestigieuse. La reine Élisabeth n'a rien laissé au hasard. Des milliers et des milliers de personnes ont été témoins de l'élégance de la reine. Ce grand voyage diplomatique a renforcé et permis au Commonwealth de prospérer davantage et de devenir plus florissant. Il a également été qualifié par les médias comme le début d'une nouvelle ère élisabéthaine. Cependant, Élisabeth, qui venait de rentrer chez elle et n'avait pas encore eu le temps de profiter de la joie d'être mère, a reçu une invitation à rencontrer le Premier ministre
ministre avant l'après-midi. Il a informé la reine au sujet de la princesse Margaret. Une série de comportements dépassant les règles. Ma sœur comment? Oui. Alors que voulez-vous que je fasse? La princesse Margaret, en tant que princesse, la plus capricieuse et imprévisible de l'histoire, tu es vraiment aimée de tous. Depuis tout petit, tu as été chéri par ton père. Le roi George s'y t'a choyé. En grandissant, tu as été énormément gâté par ta sœur, la reine, ta sœur cadette. La reine Élisabeth, de 4 ans ta cadette en termes de statut, devrait toujours suivre sa sœur aînée. Mais c'est elle qui a été la plus louée par leur père, depuis son enfance. Parce qu'Élisabeth est la future reine. C'est pourquoi le roi George VI lui demandait très strictement. Alors qu'avec Margaret, on peut dire qu'il était trop indulgent. Le roi George VI disait « Élisabeth est ma fierté. Et Margaret est ma joie. » Donc, quant à savoir qui le père préférait, cela a toujours été une épine dans le cœur d'Élisabeth. En raison des méthodes d'éducation différentes, les deux sœurs en grandissant avaient des personnalités complètement différentes. La sœur aînée Élisabeth était plus mûre et stable. Quant à sa sœur Margaret, elle était plus libertine et insouciante. Après être devenue reine, Élisabeth a toujours beaucoup aimé sa sœur. Mais Margaret, avec son caractère ostentatoire et capricieux, causait souvent des problèmes à sa sœur. Autrefois, parce que Margaret aimait le colonel de l'armée de l'air Peter, qui était divorcé et était empêché par le Parlement et l'Église. Les deux sœurs ont eu des conflits. Maintenant, Élisabeth vient de terminer une visite diplomatique. Durant 6 mois, la première chose en revenant à Londres a été de recevoir une plainte du Premier ministre concernant les frasques de la princesse Margaret. Il s'avère qu'en l'absence de la reine, Margaret, en tant que représentante de la famille royale, avait été invitée à participer à plusieurs événements importants. Mais Margaret, toujours arrogante et capricieuse, a à plusieurs reprises franchi les limites interdites, ou fait pleurer un jeune chanteur en pleine ascension, ou refusé de rencontrer un émissaire important. Ma sœur, comment ça oui, Élisabeth, elle pense que tu dois avoir une conversation avec ta sœur. Marguerite, au départ, pensait que ce n'était qu'une simple discussion entre deux sœurs. Mais quand la servante l'a conduite devant la salle de réunion, elle a alors compris que sa sœur la convoquait au palais en tant que souveraine. Dès que les deux se sont rencontrés, la pièce vide a commencé à se remplir d'une légère odeur de poudre. Élisabeth espérait que sa sœur à partir de maintenant ferait attention à ses paroles et à ses actes, et ne serait plus toujours imprudente. Margaret a répondu que c'était sa personnalité et son énergie. Élisabeth pensait que ce n'était que des éléments d'instabilité et des bouffonneries. Margaret rétorqua que sa sœur était sans personnalité. Élisabeth ne voulait pas de disputes inutiles. Elle demanda à sa sœur de s'excuser auprès des personnes qu'elle avait offensées. Cependant, Margaret n'en avait cure. En fait, avant qu'Élisabeth parte en voyage d'affaires, elle avait rappelé à Margaret qu'en son absence, elle ne devait pas oublier qui elle remplaçait. Sa sœur sans personnalité, la reine du pays. Tu n'es pas un mannequin publicitaire. Mais Margaret est toujours amère, parce que sa sœur a envoyé son petit ami Peter à l'étranger, ajoutant à son caractère obstiné. Cela a causé des problèmes. C'était prévisible. Ton rôle. Tes règles sont claires. Tu n'as qu'à suivre les règles, Margaret. Tu es libre. Tu n'as qu'à profiter de ta liberté. Penses-tu que je suis libre? Nous sommes toutes les deux jalouses et admiratives l'une de l'autre. Nous pensons toutes les deux que l'autre vit au paradis. À ce moment-là, Margaret se souvient des paroles de son père. Je me souviens qu'Élisabeth était ma fierté. Et Margaret était ma joie. Margaret insiste sur le fait que elle était la fille préférée de son père. Elle pense que c'est le seul point. Elle surpassait sa sœur. Cela se voyait sur son visage. Élisabeth laissait entrevoir une certaine perte. Après tout, elle aussi était une fille. Pourquoi ne souhaitait-elle pas être aimée par leur père préféré? Finalement, Margaret accepta la demande de sa sœur. Elle allait s'excuser. Mais elle espérait que sa sœur lui permettrait de commettre une petite erreur. Parfois, sous l'aura de sa sœur aînée, ses propres erreurs semblaient moins visibles. En regardant sa jeune sœur innocente, Élisabeth, bien qu'impuissante, ressentait de la peine. Cependant, l'épreuve émotionnelle entre les deux sœurs n'était pas terminée. Le petit ami de Margaret, Peter, allait bientôt repartir dans son pays. Il y a 2 ans, Élisabeth avait promis à sa sœur qu'une fois Peter retourné chez lui, elle ne serait plus contrainte par les obligations royales concernant leur mariage. Mais est-ce que tout est vraiment aussi simple que ça? Margaret a finalement préféré quitter la famille royale pour se marier. Avec Peter, la reine a-t-elle vraiment accepté? Il suffit que tu ne te précipites pas trop sur lui. La reine de l'Empire. Tu as encore été humiliée par ton mari devant tout le monde, juste à cause d'Élisabeth, qui a donné une ligne téléphonique privée à son palefrenier. Philippe en était rouge de jalousie. Il a même osé insulter la reine devant tout le monde. Mais chaque fois que Philippe sortait tard avec ses amis, ne rentrait pas à la maison laissant Élisabeth seule dans sa chambre, pensait-il jamais au sentiment de cette femme.
Élisabeth est peut-être reine, mais elle a tant de choses à respecter. Elle ne peut pas prendre l'avion à sa guise, ou organiser des fêtes comme Philippe. Les courses de chevaux font partie des rares choses qu'Élisabeth aime et peut pratiquer. Malheureusement, Philippe n'a aucun intérêt pour les chevaux. L'écuyer Bochet est un ami d'enfance, proche d'Élisabeth. Leurs deux familles entretiennent des liens étroits depuis longtemps. Au début, beaucoup conseillaient à Élisabeth d'épouser Bochet, mais Élisabeth avait une affection particulière pour Philippe. Les deux partageaient des intérêts communs et étaient amis d'enfance. Ils semblaient vraiment plus proches que de simples amis. Margaret a remarqué le changement d'humeur de son mari, Philippe, et a rappelé à sa sœur ce problème. Mais Élisabeth a toujours maintenu des principes de conscience pure et n'a pas prêté attention à cela. Le cheval de la reine. Oren a remporté le championnat au concours Guinness et a reçu une invitation à participer à la Lawrence International Cup. Cependant, Bochet conseille à la reine de renoncer à participer. Il pense que la reine devrait mettre le cheval champion à la retraite. Quand il est au sommet de sa forme, il pourrait encore être utilisé pour la reproduction et rapporter des frais élevés. Un étalon? Oui. C'est une bonne option. Alors combien gagnez-vous chaque année? Environ 16 000 livres par an. Pour faciliter la discussion sur la carrière d'Oren, Élisabeth, il a même ouvert une ligne téléphonique spéciale pour Bochat. Cependant, organiser des rencontres pour les chevaux n'est pas une tâche simple, surtout pour la première présentation d'Oren. Bochat ne voulait commettre aucune erreur. Durant ce processus, pour obtenir des poulains parfaits, il a soigneusement sélectionné 3 juments exceptionnels pour Élisabeth, afin qu'elle puisse choisir après une comparaison globale. Ils ont choisi un cheval noir champion, issu d'une lignée pure. 2 chevaux champions se sont rencontrés et se sont aimés immédiatement, se mettant très vite au travail. Après avoir vu la performance d'Oren, Élisabeth était très satisfaite et a encore plus loué Bochet, qui était à la fois son palefrenier et son ami proche. Philippe était depuis longtemps mécontent de ce Bochet, et maintenant il avait non seulement une ligne téléphonique privée avec sa femme, et vous deux, vous flirtez, juste sous son nez. Philippe ne pouvait plus le supporter. Alors il a dit cette phrase insultante, pour rendre Missy. Élisabeth mal à l'aise, en entendant ces mots blessants. Élisabeth n'a pas réagi sur le coup, et a attendu d'être dans la voiture, pour que le couple se dispute vraiment. Philippe, furieux et déraisonnable, claque la porte et s'en va. Le soir, avant d'assister à une réception officielle, Élisabeth dit à Philippe, avec des yeux embués et un regard déterminé, « Je n'ai rien à te cacher. Rien du tout, Bossetti n'est qu'un ami pour moi. » Oui, beaucoup de gens espéraient que je l'épouse. Ils pensaient que mon mariage avec lui aurait peut-être été bien plus simple, peut-être plus approprié que le nôtre. Mais pour décevoir tout le monde, je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Oseras-tu me regarder dans les yeux et dire la même chose? Oserais-tu? Je ne sais pas si Philippe osera répondre ou non. Mais en réalité, les nouvelles sur les relations extra-conjugales de Philippe sont vraiment innombrables. Même à près de 70 ans, il y a encore des rumeurs. Sortir avec des stars montantes qui explosent continuellement. Pour ces choses-là, Élisabeth a toujours choisi de faire confiance à son mari. Peu importe si c'est pour le bien de la royauté ou non. Élisabeth a toujours réussi à faire une vie. Une vie, un couple seulement. Qu'est-ce qui a fait que la qualité? Le jour de son 80e anniversaire, elle s'est mise en colère. Elle a même été insultée par un inconnu, au point de se recroqueviller dans un coin, sans pouvoir dire un mot. Il n'y a pas longtemps, le Parlement britannique a spécialement choisi un artiste moderne, célèbre pour peindre un portrait, à l'âge de 80 ans pour le Premier ministre, pour célébrer le 80e anniversaire de Churchill. Cet homme était un jeune artiste talentueux et accompli, nommé Sutherland, qui était également un admirateur, fidèle des héros de la Seconde Guerre mondiale comme Churchill, mais en tant qu'artiste. Sutherland a des principes, intransigeants sur son style de dessin, bien que Chill souligne que le tableau n'a pas besoin d'être trop réaliste. L'essentiel est de montrer son autorité en tant que Premier ministre, mais Sutherland insiste clairement que seule une précision suffisante garantit la vérité. Après que le premier croquis soit terminé, Churchill a demandé à voir, mais Sutherland a immédiatement refusé. Il ne voulait pas que son processus de dessin soit perturbé par des éléments subjectifs. Churchill n'avait d'autre choix que de souligner. Vous devez savoir que vous ne dessinez pas seulement moi. Vous dessinez le Premier ministre du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, et tout ce qui représente son gouvernement. Grandiose. Y compris la démocratie et la liberté. Il dessine le modèle suprême du gouvernement et des dirigeants. Souvenez-vous bien, comme tout le monde le sait, Churchill n'était pas seulement un politicien et un écrivain, mais aussi un amateur de peinture. Avec un intérêt commun, les deux hommes se sont secrètement étudiés. En tant que peintre professionnel, Staline admirait beaucoup l'étang de Poisson de Churchill, dans un cadre paisible, et le calme des eaux ondulantes. Il voyait la douleur, gravée profondément dans l'âme de l'auteur. Il s'avère que Chill a peint ce tableau exactement 1 an, après le décès de sa fille cadette. De même, Chill a été profondément marqué par le tableau de Sutherland.
Cette peinture a été créée à une époque, juste après que le fils de 2 mois de Sutherland soit décédé. Oh mon Dieu, je suis désolée. Merci. Expérience similaire. Cela a rendu les 2 vieux amis encore plus précieux l'un pour l'autre. Bientôt ce sera l'anniversaire de Christine. Il a d'abord soufflé les bougies d'anniversaire, sous les chants et les vœux de la famille et des amis. Ensuite, il s'est déplacé vers l'abbaye de Westminster. Christine était aussi le leader national, premier et unique de l'histoire. Il a fêté son anniversaire à l'abbaye de Westminster. La reine et la reine-mère ont toutes deux regardé la diffusion, en direct de l'anniversaire du Premier ministre à la télévision, même lors d'une occasion aussi solennelle. C.H. Péchieux n'a pas oublié de plaisanter sur la politique. Auparavant, beaucoup de gens avaient conseillé à C.H. Péchieux de démissionner et de prendre sa retraite, mais tous ont été personnellement refusés par le Premier ministre. C.H. Péchieux a dit que c'était le meilleur moment pour démissionner. Mais malheureusement j'ai oublié les paroles. Alors il a choisi de jouer une autre pièce. Au lieu de terminer ici, mon Dieu, il se moque de nous. Après le rire, éclair de génie, il a dévoilé le portrait qu'il attendait depuis longtemps devant tout le monde. Cependant, lorsque le tableau est entièrement révélé devant tout le monde, le visage de C.H. Péchieux semblait affreux, comme s'il avait avalé une mouche. Bien que C.H. Péchieux soit expérimenté, il transforma immédiatement sa colère en sarcasme. Mais Elisabeth, assise devant l'écran, pouvait toujours percevoir le mécontentement du Premier ministre. Le regard meurtrier ne pouvait pas être dissimulé. Juste après la fin de la cérémonie, Sutherland est allé voir C.H. Péchieux. C.H. Péchieux ne peut pas accepter d'apparaître en public avec une telle image. Il critique. Sutherland est un traître brandissant le pinceau de la mort. Ce qu'il a fait a complètement trahi leur amitié. Sutherland conseille à C.H. Péchieux de ne pas réagir de manière excessive, d'accepter progressivement, car c'est son image authentique. Il n'a pas exagéré. Même pendant tout le processus de création, il a même montré le tableau à l'épouse de l'éclair. Elle l'a trouvé très réaliste. Ce n'est pas une image fidèle de moi. C'est la vérité, mais c'est tellement cruel. Le temps est déjà impitoyable. Si tu vois la vieillesse, c'est parce que tu vieillis. Si tu vois la faiblesse, c'est parce que tu es vraiment faible. La chose la plus cruelle au monde, c'est toi. Le héros vieillit, la beauté se fane. Les paroles indifférentes de Sutherland sur le temps ont brisé l'illusion que C.H. Péchieux avait mis tant d'efforts à construire jusqu'à présent. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise cette fois. Devant le palais de Pékin, un vieil homme marchant en boitant avec une canne est descendu de la voiture. C'est la dernière fois que C.H. Péchieux rencontre la reine. En tant que Premier ministre, il n'y a pas trop de surprises. Elisabeth savait que ce jour arriverait. Elle n'a pas résisté. Au nom de tous les citoyens, tu as adressé les remerciements les plus sincères à l'éclair du soir. Après avoir terminé la passation des tâches, l'éclair du soir n'a pas suivi le protocole habituel du baisement, mais, comme un aîné bienveillant, il a embrassé le front d'Elisabeth, un personnage historique qui a marqué le monde politique, a officiellement quitté la scène politique. 15 ans après la mort soudaine de C.H. Péchieux due à un AVC, le gouvernement a organisé des funérailles nationales avec les plus hauts honneurs pour lui dire adieu. La femme de C.H. Péchieux, Clémentine, a également brûlé le tableau. Ce portrait est considéré par la postérité comme une œuvre majeure, bien que C.H. Péchieux l'ait détesté de son vivant. Dès que le Premier ministre C.H. Péchieux a quitté ses fonctions, le Royaume-Uni a été confronté à une crise. Diplomatie sérieuse. Nouveau Premier ministre. Eden visite l'Égypte. Résultat lors de la fête. Il a eu un conflit avec le président Nasser. La raison est, Nasser et sa suite portaient des uniformes militaires, présents à la fête. Habituellement dans de telles occasions, les fêtes diplomatiques sont en tenue de soirée Eden, pour atténuer la confusion causée par la mauvaise tenue de l'autre personne. Il a même essayé de parler en arabe, avec empathie. Si j'avais l'honneur comme vous, je porterai toujours l'uniforme, et ne l'enlèverai jamais. Cependant, la vérité est que Eden a montré du courage, et accompli de nombreux exploits pendant la Première Guerre mondiale. Les gloires sur son uniforme sont encore plus éclatants que Nasser. Beaucoup pensent que l'action d'Eden était une insulte délibérée envers lui. Les médias égyptiens même exagéré l'incident lors du dîner ce soir-là, en déclarant que le Premier ministre britannique était arrogant et impoli, et qu'il avait intentionnellement insulté le président Nasser. Elisabeth pensait que prendre l'initiative de montrer de la bonne volonté à ce moment-là pourrait aider à apaiser la relation entre toi et l'Égypte. Elle a appelé Eden pour une affaire plus importante. Au début, Elisabeth avait promis à sa sœur qu'après 2 ans, elle permettrait à elle et Peter de se marier. Maintenant Peter est revenu de l'étranger. Margaret a également fêté son 25e anniversaire. Selon la loi sur le mariage royal, elle est libre de choisir son partenaire de mariage. Mais en réalité, pour se marier, il faut obtenir l'accord unanime des 2 chambres du Parlement, et attendre encore 1 an avant de pouvoir organiser un mariage quoi.
Elisabeth était complètement stupéfaite. À l'époque, aucune Ia ne lui avait dit cela. Pour tenir sa promesse envers sa sœur, Elisabeth demande à Eden d'utiliser son influence pour pousser le Parlement à approuver ce mariage. Margaret interroge sa sœur. « Tu peux commencer à préparer le mariage ?» Elisabeth ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que dire à sa sœur qu'il fallait encore attendre un peu. Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quel film voulez-vous que je fasse ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Au revoir et à bientôt.